Bonjour à tous. Euh, je vais vous parler de TDAH et plus précisément comment faire avec quand on est dev. Tout d'abord, est-ce qu'il y en a, enfin, qui a déjà entendu parler du TDAH? Est-ce qu'il y a des personnes diagnostiquées? D'accord, merci. Donc, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Raphaël. Je suis back-end senior staff engineer chez Ledger, donc, où on s'occupe de sécuriser des assets digitaux. Et je travaille principalement en Scala. Et comme vous pouvez vous en douter, on m'a diagnostiqué un TDAH. Donc, je vais vous expliquer d'abord comment je l'ai rencontré. Parce que c'était un chemin, un voyage, qui a commencé d'abord à l'école sans problème, euh, plutôt bon élève, même facile, sans avancer, sans vraiment travailler. Et puis, j'ai rencontré l'informatique à mes 8 ans, donc c'était dans les années, fin des années 80. Et je savais que je voulais toujours faire ça. Donc, je me suis orienté vers un métier de développeur, commencé en 2000 à peu près, et passé dans pas mal de boîtes, des éditeurs de logiciels, du service pendant un tout petit moment, genre 10 mois, parce que direct, ça m'a pas plu, puis deux, trois autres boîtes. Et en 2017, on m'a proposé, dans la société où j'étais senior dev, de passer CTO. Donc, super, c'est une super opportunité. Voilà, c'est une boîte de 30 personnes. Mais ça commençait au début à être un peu dur de discuter, de ne pas faire tout le temps du dev. Et ça commence à, à ronger un peu jusqu'au moment où burn-out. Incapable de travailler, donc on s'arrête, on, on voit on essaye de redonner un coup de pied au fond de la piscine et puis de remonter. Donc, au bout d'un moment, euh, bah, j'ai réussi à me dire qu'il fallait que je me fasse aider par des professionnels, donc des psys. C'est pas facile d'aller voir des psys parce que pour la société, si on va voir un psy, c'est qu'on est fou. Mais on va bien voir un dentiste quand on a mal aux dents. Donc pourquoi pas un psy quand on se sent pas bien. Donc, à force de discussion, de traitement, d'antidépresseurs, commence à refaire surface. Et, euh, et donc, je reprends mon rôle de CTO. Et au bout de 3 ans à peu près après le début du burn-out, d'un retour au dev parce que c'est l'endroit où je me sens le mieux, et accessoirement 2-3 psys. Parce que c'est pas facile de trouver la bonne personne, c'est pas facile, chacun a une vision différente, on s'entend pas forcément bien. Donc, en allant voir des gens différents, on a des points de vue différents, des traitements différents qui marchent plus ou moins bien. Et il y a 2 ans, mon psy m'a parlé du TDAH. Donc là, direct, quand il m'a dit est-ce que vous avez pensé que ça pourrait être un TDAH, j'ai tout ça qui est venu dans ma tête. Et je me suis dit ouais, mais c'est quoi exactement? Donc là, je vais d'abord faire un gros disclaimer. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas neurologue. Donc ce que je vais vous dire, c'est ma compréhension, ce sera sûrement incomplet. Et j'essaye de faire au mieux. Donc, on va partir de la définition dans le DSM, qui est le manuel des troubles mentaux. Et donc, c'est un mode
persistant, donc constant, d'inattention et ou d'hyperactivité, impulsivité, qui interfère avec le fonctionnement et le développement et qui a un retentissement négatif direct sur les activités sociales, scolaires et professionnelles. Là encore, un autre petit disclaimer. En discutant avec pas mal de personnes TDAH, il y a autant de TDAH que de personnes ayant un TDAH. Mais, cela dit, on arrive quand même à faire une typologie. La première, c'est le type inattentif. Donc il y a le DSM, pareil, donne quelques critères. Peu d'attention aux détails et faute d'étourderie, coupable. Des difficultés à soutenir l'attention longtemps, surtout si ça ne nous intéresse pas. Dans une discussion, l'impression qu'on est ailleurs. Réellement, des fois, on l'est aussi. Des difficultés sur la planification, l'organisation, éviter de faire des tâches ou alors les finir vraiment à contre-cœur quand ça ne nous intéresse pas. Et puis perdre des choses, énormément de clés, de téléphones, les petits trucs, ou alors oublier ce qu'on nous dit. Oublier des objets aussi, le nombre de fois où on fait demi-tour parce qu'on a oublié son ordi, son tel, ses clés. Et puis surtout, comme l'image de tout à l'heure, un écureuil, on est distrait et on perd le fil. Le deuxième type, c'est la prédominance hyperactive impulsive, où là, c'est vraiment ça joue beaucoup sur le mouvement. Vous avez tous en tête les genoux qui battent la mesure dans les réunions, ou le besoin de se lever, besoin de courir, ainsi de suite. Il y a une dizaine de critères. Et un autre type, le type hybride. Et c'est le mélange des deux. Vraiment, chacun a sa sauce. Moi, je suis dans ce type-là. Donc, bingo, quoi. Et donc, je suis neuroatypique. Les personnes ayant TDAH sont neuroatypiques, mais il n'y a pas que. Et je voulais justement parler de ça parce que je pense qu'on connaît tous des neuroatypiques. Donc c'est des TDAH, des personnes qui ont un trouble du spectre autistique, les troubles 10, dyscalculie, dyslexie, dyspraxie, les personnes souffrant de troubles bipolaires, etc. Et en fait, c'est une énorme minorité invisible. Et donc la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a autant de TDAH que de personnes TDAH, en fait, il y a autant de neuroatypiques que de personnes neuroatypiques. Concrètement, comment je le vis et quels sont les symptômes qui me gênent au quotidien pour le boulot, pour la vie, quoi. Premier, c'est la dysfonction exécutive. Le terme est un peu compliqué, mais si je vous dis procrastination, normalement, vous voyez tous ce que c'est. La différence avec la procrastination, c'est que c'est pas volontaire. Même des choses qu'on veut faire, des fois, on est incapable de les faire. Et comme quelqu'un que j'aime bien a dit, j'ai un problème de motivation jusqu'à ce que j'ai un problème de délai. C'est à peu près toutes les semaines. Bref, je remets tout à demain.
Moi, c'est demain. Quand ce type me donne un truc, moi, je le donne à jamais. Une autre chose, c'est la capacité de faire des choix, prendre des décisions. Vu que il se passe énormément de choses dans la tête, j'ai euh, tant de possibilités qu'au bout d'un moment, j'arrive pas à choisir. J'arrive pas à, par exemple, faire quoi pendant les vacances ou tel projet, quel design faire. Et c'était Michel Berger dans Paradis Blanc qui disait il y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider. Et c'est exactement ça. C'est dès qu'on va vers quelque chose, on se dit oui, mais il doit y avoir d'autres choses mieux. Et à la fin, on n'y arrive pas. Et il faut quand même faire des choix à contre-cœur, mais on les fait. Un autre point très complexe, ce qui s'appelle la dysphorie hypersensible au rejet, c'est cette propension à interpréter plus ou moins mal, souvent mal, les réactions d'autres personnes et considérer que c'est soit on n'a pas fait quelque chose de bien, soit ce qu'on fasse, on est rejeté du groupe, ou juste parce que une personne a mis un point à la fin d'un SMS, etc. On voit facilement le rejet alors qu'on surinterprète énormément, mais même en le sachant, ça revient toujours. Un autre parti connu elle aussi, si vous avez vu la conf d'Aurélie Vache il y a 2 ou 3 ans sur le syndrome de l'imposteur, si vous ne l'avez pas vu, regardez-la. Voilà, on fait des choses avec la dysphorie du rejet, on se dit oui, mais c'est pas bien, et en plus on se dit qu'on est une fraude. Donc c'est pas facile à vivre. Une autre chose, là encore, je pense que beaucoup peuvent se reconnaître, c'est la notion du temps. Pour moi, c'est impossible de dire, de prévoir quelque chose. Par exemple, sur les estimations d'un projet, jamais bon. Mais en même temps, pareil dans la vie. Un truc qu'on pense qui va prendre 5 minutes prendra 1 heure. Et au contraire, dans l'autre sens. Et la capacité aussi d'être sur quelque chose qui nous intéresse et de ne pas voir le temps passer. Un autre point. Pardon. La misophonie. C'est vraiment pas agréable, ça. Et même dans des... Là, le niveau est fort, mais même dans des niveaux plus faibles, genre un restaurant, c'est très compliqué à vivre. Et donc, on s'adapte avec des bouchons d'oreilles, avec malheureusement aussi la tendance à pas aller dans des endroits où il y aura plein de monde. Merci, Devox. Encore merci Devox là pour ces deux magnifiques spots. Chez beaucoup de personnes qui ont un TDAH que je connais, il y a quelque chose chez eux de quasiment commun. C'est jamais la grande lumière au plafond n'est allumée. Toujours des petites lumières, parce que trop de lumière gêne. Et on ne se sent pas bien. Comme trop de bruit, trop de lumière, c'est la même chose. Des sautes d'humeur très fréquentes. On peut être
au lit, à rien pouvoir faire, et l'après-midi ou le lendemain, péter le feu sans problème. Euh, donc, faut faire avec. Essayer quand ça va pas de, de composer avec, mais c'est pas facile. Et en fait, tous ces points amènent à un gros problème chez moi et chez d'autres personnes que j'ai rencontrées, c'est la culpabilité. Le oui, mais là je devrais travailler, j'y arrive pas. Le je suis encore en retard. On me propose d'aller sortir, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de bruit, donc je vais pas être bien, donc je vais pas y aller, et on se sent coupable. Tout ça, quand même, a une cause expliquée plus ou moins, mais ça va de mieux en mieux par la science. Et bizarrement, tout se joue dans le cerveau. L'imagerie à résonance magnétique a montré des différences de volume et de voies neuronales entre les neurotypiques et neuroatypiques. Et il y a plusieurs zones qui sont en jeu. Donc, d'abord, le lobe préfrontal, le lobe frontal, pardon, qui est, je ne sais pas si vous vous rappelez de Il était une fois la vie, c'est là où il y avait Maestro. C'est la tour de contrôle. Ça gère la prise de décision, contrôle des impulsions, la régulation des émotions. Et donc si, chez les personnes atteintes de TDAH, le volume est un peu différent dans le lobe droit. Ça a un vrai impact. Le cortex préfrontal, c'est en gros l'espace VIP du lobe frontal. Ceux qui étaient peut-être tout à l'heure au talk d'Anaïs Huette sur les introvertis en ont entendu parler. Donc là, c'est vraiment là où se passe la planification, la concentration et capter les indices sociaux. Donc bingo, tout est coché pour le TDAH. Et en fait, là encore, il a été montré par des recherches par imagerie à résonance magnétique que ce cortex est plus petit et moins actif que chez les personnes neurotypiques. Les ganglions de base, eux, c'est les fonctions support. En gros, c'est ce qui aide à gérer à peu près tout, les émotions, les mouvements, même la pensée. Et c'est responsable de la communication entre les différentes parties du cerveau. Et si vous avez déjà vécu un écart entre ce que vous savez que vous devez faire et ce que vous faites, il y a des recherches qui montrent que en fait, la matière grise au niveau d'un des ganglions, le noyau codé, hein, mais c'est la matière grise est réduite. Et il y a corrélation entre justement le TDAH et ça. Je vais passer vite sur les autres, mais le cortex singulaire antérieur, c'est en gros le scheduler d'un CPU dans le cerveau. Pareil, il y a des recherches qui montrent que il a tendance à être moins actif chez les personnes ayant un TDAH. Et enfin, le cervelet, qui agit beaucoup pour l'équilibre, les mouvements, mais pas que. Ça joue aussi sur l'attention et le langage. Et pareil, là, il peut être en jeu s'il y a des problèmes de coordination, de difficulté à se concentrer.
une autre chose dans le cerveau qui se passe, c'est pas seulement la, la matière, mais les messages qui jouent beaucoup dans le TDAH. Et, euh, et en fait, donc là encore, des études ont montré que des neurotransmetteurs, donc qui sont juste des petits composés chimiques envoyés par un des neurones, captés par l'autre, puis relâchés, eh ben, dans le TDAH, on peut avoir un dysfonctionnement de ça, soit parce que le premier neurone ne relâche pas assez de neurotransmetteurs, soit parce que l'autre le capte trop bien sans le relâcher, donc il ne revient pas à l'émetteur, ou alors c'est parce que l'émetteur le récupère trop vite. C'est comme si on vous supprime un message WhatsApp avant que vous l'ayez lu. Vous ne savez pas. Donc là, l'autre neurone n'a pas le message et ça amène des dysfonctions. Parmi ces neurotransmetteurs, la dopamine, qui est ce qu'on appelle l'hormone du plaisir, mais aussi de la stimulation. Si le transfert de dopamine et la quantité d'agents captant la dopamine est trop faible dans le cerveau, il y a là encore une corrélation avec le TDAH. Est-ce qu'il y a un traitement? C'est un peu compliqué, oui. On peut traiter les symptômes par de la thérapie cognitivo-comportementale ou de la pharmacologie avec à peu près, je pense que vous avez tous entendu parler de la Ritaline. C'est efficace pour améliorer l'attention, le comportement et le fonctionnement dans le quotidien. Mais en fait, ça guérit pas puisque c'est pas une maladie, c'est un trouble. Donc on l'a à vie. Les traitements, ça soigne les symptômes, pas la root cause. Et en plus, ça fonctionne pas pour tout. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue très souvent. Ouais, mais ça, c'est dans ta tête. Ouais, merci Captain Obvious. C'est... Notre truc, c'est... ouais, mais c'est un truc de môme, là. Maintenant, t'as plus de 45 ans. Ça va, quoi. Et ouais, c'est un trouble qu'on détecte plus facilement chez les enfants. La prévalence, elle est à peu près de 3 à 7%. Ce qui est pas mal. Et 50% des enfants qui ont un TDAH détecté à l'âge enfant, ce TDAH persiste dans 50% des cas. Plus ceux qui n'ont pas été détectés enfants, bien sûr, pour lesquels on ne sait pas. Et donc, on arrive à 3 à 5% des adultes qui ont un TDAH, une personne sur 20. Donc, vous en connaissez. Et surtout, 80% des adultes ne sont pas diagnostiqués. Et donc, ouais, pourquoi moi, on me l'a diagnostiqué plus tard, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'école, pas de problème, j'étais pas suragité, je courais pas partout, je faisais pas de crise, enfin pas trop. Mais un premier point que je me suis dit, c'est entre l'école et l'âge adulte, on a moins de cadres. Ok, il y a le boulot, mais on est quand même plus libre que on a maths de 9 à 10, puis un autre truc, et des trucs à faire pour demain avec des deadlines, des étapes. Donc ouais, à l'âge adulte, c'est quand même plus dur de se conformer au schéma global. Puis on va pas se mentir, c'est dur de sortir du rang, de pas être comme les autres, de
de pas, oui voilà, être good vibes, d'être tout le temps bien. Puis nombre de fois où on nous dit, enfin jeune ou un peu plus tard, calme-toi, non mais c'est dans la lune là, écoute. Ça amène que, en fait, on a tendance à masquer tous les symptômes. C'est pas forcément volontaire, ça peut l'être, mais on apprend à se faire une carapace et avoir deux visages, j'allais dire, un social, l'autre perso. Ce qui amène même à une suradaptation. C'est-à-dire que on reproduit les schémas. Le tais-toi, calme-toi que je dis à ma fille, alors que maintenant je suis conscient, c'est sûrement un reste de toute cette histoire et de suradaptation. Tu m'étonnes que j'ai craqué au bout de 44 ans. Mais au bout d'un moment, j'ai quand même eu une épiphanie. Parce que je vous ai fait un long topo sur les parties pas cool, mais il y a des parties qui nous aident beaucoup, surtout en tant que dev. Déjà, l'hyperfocus, qu'on peut aussi appeler le flow. C'est on se met à travailler sur quelque chose qui nous intéresse et plus rien n'existe autour. Il peut y avoir du bruit, plein de choses. On ne voit pas le temps passer, on avance et on est efficace. C'est pendant 3 jours, j'ai pas réussi à taffer, mais pendant 4 heures, j'ai réussi à faire le boulot de 8 jours. C'est fréquent. Surtout qu'on a très mal estimé. On est résilient. C'est-à-dire que on a vécu des trucs pas toujours cool, mais on travaille dessus, on arrive à s'en sortir. Donc s'il y a des problèmes, on sait que ça va passer, on fait avec. J'en parlerai tout à l'heure, mais même les problèmes sont pas forcément un problème, j'allais dire. Voilà, on apprend beaucoup et voilà, life goes on. Globalement, les personnes ayant un TDAH que je connais sont les plus créatives que je connaisse. Certaines études ont essayé de montrer que, vu justement la différence de câblage, j'allais dire, dans le cerveau, les idées sont pas les associations d'idées sont différentes de la majorité. Et donc, pour nos métiers, c'est un vrai plus. Après, il faut réussir à le mettre en œuvre, à le vendre à d'autres personnes et tout, mais c'est un vrai plus qui mérite d'être, j'allais dire, utilisé dans l'entreprise. On s'adapte parce que c'est ce qu'on fait depuis toujours en fait. Donc si on arrive dans un nouvel environnement, on capte plus ou moins vite, mais on les capte et on s'adapte à l'environnement, aux nouveaux problèmes, aux nouvelles problématiques. Et on est plutôt pas mal. Et là où on est bien, c'est les gestions de crise. Parce que résoudre un problème, c'est de la dopamine gratuite. Donc, limite, on cherche ça
pour avoir son shoot de dopamine. Et là, une fois qu'on l'a, tout rentre en jeu, on est calme dans la crise, on se focus dessus, et puis voilà. Et un autre truc que j'ai mis du temps à voir, mais pareil, c'est généralement l'intuition. Là encore, sûrement parce que les associations d'idées se font différemment. C'est pas rare que on a un avis sur une chose et que les autres personnes arrivent après, le temps de faire leur chemin, à la même conclusion. Mais c'est normal que les gens aillent et des chemins différents. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'on a tout le temps raison, loin de là. Ouais, on a une bonne intuition sur plein de choses. Mais au quotidien, comment ça se passe? Là encore, petit disclaimer, il n'y aura pas de miracle. C'est juste ce que moi je mets en place, ce qui me permet de m'en sortir globalement. Parce que même si on sait des fois que toutes ces choses fonctionnent avec nous, c'est pas pour ça qu'on va les faire tout le temps. La première chose, c'est limiter les notifications, que ce soit ordinateur, téléphone. Je crois que sur mon téléphone, j'ai aucune notification qui fasse déjà sonore, sauf l'on-call, parce que vaut mieux la nuit. Et le mode focus sur l'ordinateur, dès qu'on veut rentrer dans une période de travail, fermer Slack, ou au moins arrêter les notifications pendant cette période, ainsi de suite. Parce que si une interruption de 10-20 secondes, quand on est dans le flow, on peut mettre, je sais pas, un quart d'heure à revenir, et encore un quart d'heure si on y revient. C'est très très coûteux. Un outil que j'utilise énormément, Obsidian, qui est... je vais faire une métaphore sur une métaphore, qui est mon cortex préfrontal. C'est ma tour de contrôle. Ça me sert de journal, de prise de notes, de centraliser tout mes messages, je dois le lire plus tard. J'ai vu ce film ou lu cet article-là. Ça m'a fait penser à tel truc. Mes projets avec des intégrations, GitHub, Jira, tout ça. Et le gros point, c'est que ça permet de faire un lien entre tout. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à jeter un coup d'œil. Même si, pour être complètement franc, je suis en train de bouger d'Obsidian pour passer sur NeoVim, mais c'est pour utiliser le plugin Obsidian de NeoVim, donc ça reste dans le même truc. Des listes. Faire des listes. Il y a honnêtement que ça qui me permet de ne pas oublier, de me rappeler que je dois faire des choses. Et puis le matin, savoir ce que je dois faire. Donc oui, il y a le calendrier, mais en plus, pour tout ce qui est habitude, avant, je vais prendre un exemple pas du tout dev, mais descendre les poubelles une fois par semaine, les bouger au bout de la rue. Si j'ai pas mes rappels, il peut se passer 2-3 semaines avant que le truc soit fait. Donc des listes avec des rappels,
et des tâches. J'ai découvert un petit outil. Donc là, moi j'utilise Reclaim.ai, mais il y a aussi plein d'autres basés sur le même principe. C'est cette IA qui gère mon calendrier. C'est-à-dire que ça me permet de définir des tâches. En plus, elle s'interface aussi avec Todoist, ce qui est pratique. Des habitudes, par exemple, avoir 2 heures de code par jour. Je lui rentre tout ça et il est capable de bloquer des créneaux. Donc si la journée est libre, par exemple pour 2 heures de code, il met un endroit préféré, mais s'il y a une réunion qui arrive, il est capable de le déplacer, sauf s'il n'y a plus de place. Auquel cas, il dit non, c'est pas possible, c'est occupé, s'il n'y a pas d'autre place, j'apparaîtrai en occupé. Alors que s'il y a de la place, j'apparais en libre et il permet de bouger automatiquement. Ça permet de bloquer automatiquement des journées sans réunion. Et le truc qui a changé vraiment mes journées avec les réunions, c'est automatiquement de mettre un buffer de 5 à 10 minutes après chaque réunion pour processer, juste se vider la tête. Parce qu'on connaît tous les journées de réunions qui s'enchaînent sans avoir de pause et au bout d'un moment la tête explose et ouais, c'est beaucoup aidé cet outil. Un autre truc magique pour moi, vraiment magique, je vais vous parler de l'hyperfocus et du flow. Brain FM, c'est en fait de la musique binaurale qui a été testée contre des placebos pour voir l'amélioration soit du focus, soit de la relaxation, soit du sommeil. Et je sais que si je mets mon casque avec mon Brain FM, je peux directement, c'est limite pavlovien maintenant, rentrer dans le mode flow et puis réussir à coder. Une autre chose, automatiser maximum les choses. Ça enlève une charge de penser à je sais pas, envoyer des mails régulièrement à des personnes 2 jours avant un meeting, un certain meeting, automatiser des trucs tout con, saisir des choses récurrentes, tout ce qui est automatisable, automatisez-le. Donc, que ce soit par des scripts, shortcuts sur Mac et téléphone, mais ça fait gagner du temps et ça libère l'esprit. Vu que, une autre chose, c'est essayer de se mettre dans les chaussures de l'autre. C'est comment travailler avec des personnes comme moi. Bon courage. Tout d'abord, du contexte. J'avais vu, ça devait être sur Insta, une blague, c'est comment ruiner une journée de quelqu'un qui a un TDAH. Vous lui dites juste, est-ce qu'on peut se voir demain après-midi et vous partez. Pas de contexte, donc on va passer la journée, la nuit souvent, à se dire mais de quoi il voulait parler, qu'est-ce qu'il va m'annoncer comme mauvaise nouvelle, alors que c'était juste on veut parler de tel projet. C'est essentiel. Ça permet de se préparer quand on se voit, ça permet tout de suite de savoir de quoi on parle.
Et tout le monde est gagnant en plus. Une autre chose qui est importante, c'est la communication. Si elle peut être asynchrone, je pense que le nombre de réunions où on se dit ça aurait pu être un mail ou un doc partagé et tout le monde commente. Ça fait gagner du temps, ça permet de, justement, quand on est dans une période où on n'arrive à rien faire, vaut mieux traiter ces interactions-là quand on peut, plutôt que de se forcer quand on n'est pas bien. Et un petit truc, si vous ne connaissez pas, je vous recommande le site nohello.net. Quand vous envoyez des messages, ne dites pas juste salut et attendez la réponse. Si vous faites ça, pareil, on va dire salut. Bon, déjà, ça va nous interrompre. On va répondre bonjour et on va attendre la réponse et ainsi de suite. Et donc, on revient dans des schémas de rejet et tout ça, alors que juste bonjour, je veux te parler de ça, ou est-ce que tu as 5 minutes pour parler de ça, ou qu'est-ce que tu penses de tel truc, ça fait gagner énormément de tranquillité d'esprit et du temps. Et donner des deadlines. Pas forcément serrés, s'il vous plaît. Mais si quelque chose n'a pas de deadline, ça veut dire qu'on peut le repousser à l'infini. Et donc le donner à demain. Alors que même sur un message, et ça rejoint les points d'avant, on nous dit tiens, il y a cette information-là, ça n'appelle pas forcément de réponse, ou j'aimerais bien avoir la réponse demain ou dans 2 heures. Ça permet de se mettre dans l'état d'esprit de rentrer dans un process avec là il y a les autres outils de liste et de tâches avec les rappels qui jouent, de rentrer là-dedans et de se dire il y a une deadline, c'est important, même si ça ne l'est pas, même si c'est pas important, dès qu'il y a une deadline, c'est important. Donc on arrive au bout là. Quelques trucs que j'aimerais réussir à vous avoir fait passer. C'est d'abord, soyez cool. Je vous ai dit qu'il y avait entre 3 et 5% d'adultes qui étaient TDAH. Il y a, d'après les études, entre 15 et 20% de personnes neuroatypiques. Vous en connaissez tous. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être qu'elles ne le savent pas, qu'elles le sont. Donc, soyez inclusifs en respectant les limites, en respectant les temps où les personnes ne vont pas bien, etc. C'est le gros point. Et puis, si tout le monde fait ça, tout va bien se passer. Et une autre chose, c'est normal des fois de ne pas aller bien. C'est pas facile, comme c'était pas facile de faire ce talk. Mais c'est pas facile de dire que oui, on va pas bien, oui, on est différent. Mais c'est quand même mieux en le disant. On se sent libéré. Et voilà. Donc, je vais quand même, avant de terminer, quelques remerciements. Donc, mes parents sans qui je ne serais pas là, parce que merci la génétique. Ma femme et ma fille, parce qu'elles me supportent H24, surtout avec le télétravail. Ledger, qui me permet justement de faire ce talk et d'avoir l'environnement où, quand ça va pas, je peux dire ok, là c'est pas bon, je poste plus tard ou machin. Et puis vous de m'avoir écouté. Sur ce QR code là, c'est juste une petite enquête, savoir ce que vous avez pensé de
de stock. Donc n'hésitez pas à le remplir. Ça me permettra, moi, de m'améliorer. Et puis voilà.